Regardez bien cette place, c'est la place du Mollard à Genève au XIXe siècle. Qui sont ces gens? Comment vivent-ils? Comment agissent-ils? On a beaucoup d'interrogations sur une population du XIXe, et peu de réponses parce que peu de sources. Exemple de questionnement. Les sources classiques de l'histoire n'ont pas été faites pour les historiens, mais parce que quelque chose en a motivé la production. Par exemple, l'installation de catholiques à Genève, une ville protestante, a causé des polémiques. L'abbé Varin, premier curé de Genève, était maître en provocation. Les brochures qu'il a publiées en témoignent. C'est de l'histoire chaude. Ceux qui sont indifférents à l'arrivée des catholiques ne laissent aucune trace. Mais combien étaient-ils? Ça, c'est de l'histoire froide. Une manière de le savoir est de reconstruire la population de la ville à cette époque. Reconstruire une population signifie observer tout le monde, même les gens insignifiants, qui apparaissent peu dans les sources classiques de l'histoire. La compilation d'informations dont la production n'est pas liée à une actualité ouvre de nouveaux champs d'interprétation. Il est possible, par exemple, de comprendre les dynamiques sociales, de comprendre le fonctionnement de cette population, de travailler sur une source d'histoire froide, détachée de l'actualité. Les personnages célèbres sont beaucoup étudiés. Avec cette reconstruction, il est plus intéressant d'observer ceux qui échappent d'habitude aux sources de l'histoire, les vulnérables, les catholiques, d'autres encore. Prenons un exemple. Regardez bien ces deux extraits de naissance tirés des registres genevois des naissances de 1838. Qu'est-ce que vous observez ? On retrouve les informations classiques, le nom, le prénom de la mère, le lieu de naissance, etc., les signatures officielles. Mais sur l'une des deux naissances, il y a un gros EN. En 1838, les naissances hors mariage sont marquées « enfant naturel ». De toute évidence, ce type de naissance n'était pas conforme aux normes sociales. Mais concrètement, quelles conséquences pour la mère et l'enfant? Quelle vie avait cette mère? Comment faire? On se base sur les recensements de la population. Le recensement, c'est le comptage entier de la population. Ce qui permet de suivre les gens tout au long de leur parcours de vie. Si Jean, qui est recensé en 1816, n'est plus recensé à l'avenir, il n'y a que deux possibilités. Soit il est parti, auquel cas on trouve sa trace dans les registres, soit il est mort, auquel cas on trouve sa trace dans les registres de décès. De la même manière, si Marie est nouvellement recensée à Genève, il n'y a que deux possibilités. Soit elle est arrivée, soit elle est née, auquel cas on retrouve sa trace également. À partir de là, on peut reconstruire les trajectoires de vie. Après, ce n'est qu'une question de méthode. Venons-en à cette méthode utilisée. Saisir une population d'environ 10 000 personnes dans une base de données serait trop lourd. Il faut trouver un moyen de réduire cette population à un échantillonnage stable. Mais alors, qui choisir? La méthode consiste à cibler les noms de famille commençant par B, 12,5% de la population, un pourcentage stable en Europe. On repère donc les personnes qui ont un nom de famille qui commence par B. On saisit tous les membres du ménage. Au recensement suivant, on recherche ces personnes et on traque les absents. Ces personnes sont identifiées individuellement. Cette idée a fait l'objet d'une recherche scientifique dirigée par le professeur Michel Horis de l'Université de Genève entre 2003 et 2006. Elle a été financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. La base de données rassemble les informations qui ont été tirées de 6 recensements saisis dans l'échantillon. Tous les mariages, lettre B, et les registres périphériques, 35 600 fiches individuelles et à peu près 11 000 fiches ménages. Dans les détails, cette base de données ressemble à ça. Il y a d'abord 6 tables des ménages, 6 tables des individus, un index des rues de la ville, un index des communes de la région, pour les lieux d'origine et de naissance,
un index des professions, rien que pour le secteur de l'horlogerie, on en compte plusieurs dizaines. C'est l'ordinateur qui s'est chargé de relier les différentes observations entre les tables, c'est-à-dire entre les recensements. Si on entre dans le détail des champs saisis, pour les ménages, on a le nombre de personnes, l'étage d'habitation, l'adresse, l'identité du propriétaire, une indication de loyer. Pour les individus, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu d'origine, la religion, la profession et l'état civil. Les chercheurs ont encore ajouté des données comme la place dans le ménage, par exemple. Quelques problèmes qui ont été rencontrés. Quelques difficultés imprévues se sont dressées devant les chercheurs du projet. Beaucoup sont dus au fait que les recensements s'appuient sur des visites à domicile d'agents recenseurs qui écrivent les réponses données oralement. Par exemple, l'orthographe des noms varie, alors qu'il s'agit bien de la même personne. 36% des noms de famille changent d'un recensement vers l'autre. Mais ce n'est pas tout. Les prénoms varient également. À la question « Comment vous appelez-vous ?», Marie-Françoise Pérou pourra par exemple s'appeler Pernette Pérou, ou alors Fanchette Pérou, le diminutif de Françoise. 48% des prénoms changent d'un recensement sur l'autre. Il y a d'autres difficultés, des champs qui ne sont pas toujours repris, des cahiers de recensement manquants, un sous-enregistrement des jeunes enfants et des années de naissance mal calculées. À la question « Quel âge avez-vous ?», on pourra voir qu'il y a des variations. 74% des dates de naissance varient. Sans doute par coquetterie, les personnes interrogées ont tendance à se rajeunir. Prenons un exemple tiré des résultats de la base de données. C'est le paradoxe, on peut même corriger les dates de naissance. Voici comment apparaissent les données extraites de la base de données. On voit le numéro d'identification, ici l'année de naissance déclarée en 1816, celle en 1822, en 1828 et en 1831. Vous remarquez ici une erreur de couplage, visiblement trop d'écart entre les deux dates de naissance. En 1816, Anne Bray déclare être née en 1762, mais en 1822, c'est 1761 et même 1758. À partir d'un certain âge, la coquetterie a tendance à disparaître. Quelques résultats d'abord sur la question des catholiques. Avant son adhésion à la Confédération suisse en 1815, la République de Genève était exclusivement protestante. L'occupation française de 1798 à 1813 avait ouvert une brèche, mais c'est surtout depuis la création du canton suisse de Genève que la mixité religieuse démarre. Une population catholique s'installe en ville et y devient majoritaire en quelques décennies. Cette installation s'est-elle déroulée en douceur ou dans la confrontation ? Prenons l'exemple des domestiques en 1816. En géocalisant les lieux d'origine des domestiques recensés en 1816, on peut remarquer une forte présence de domestiques vaudoises à Genève, préférablement aux jeunes femmes des alentours directs. Cette proportion s'estompe dans le temps. Logique, le canton de Vaud est protestant. En 1816, les familles genevoises protestantes préfèrent avoir à leur service des domestiques de la même religion. Mais en 1843, cette préoccupation est très amoindrie. En 1816, soit juste après la création du canton de Genève, qui a ajouté les terres catholiques à la ville, la population de cette dernière avait cette composition. Les femmes, les hommes, les catholiques au centre. Les catholiques présents en ville sont majoritairement de jeunes femmes. Il y a peu de vieillards et peu d'enfants. C'est une population flottante, elle y travaille mais ne s'y installe pas. 27 ans plus tard, par contre, lors du recensement de 1843, cette même population catholique montre un autre visage. Les catholiques sont alors installés en ville et fort nombreux. Il y a désormais des vieillards et des enfants. À ce moment, des protestants inquiets créent l'Union protestante, une société secrète pour contrer l'arrivée des catholiques. Les archives en gardent de nombreuses traces. Hélas pour l'Union protestante, les chiffres montrent qu'il est bien trop tard. En 1843, les catholiques sont uniformément présents dans la ville. L'absence de ghetto catholique et un nombre élevé de mariages mixtes sont d'autres signes d'une bonne intégration. Quelle place tenaient les catholiques à Genève ? On trouve une réponse grâce à la statistique implicative qui permet d'étudier plus en profondeur les liens entre différentes variables. Si on étudie les liens entre deux variables, le sexe et le statut de célibataire par exemple, est-ce qu'il y a un lien ? Évidemment non. Par contre, si on cherche un lien entre l'âge et le statut de célibataire,
on en trouvera un. C'est bien logique, parce que tous les enfants sont célibataires. Il y a donc une corrélation entre ces deux variables. La statistique implicative permet de confronter plusieurs variables avec plusieurs autres et définir là où se trouvent les corrélations. Prenons un exemple, toujours en lien avec la base de données. Appliquée à la base de données, la statistique implicative permet de remarquer que les protestants sont plus liés aux éléments de stabilité et de pouvoir que les catholiques qui se trouvent en marge. C'est une confirmation statistique de ce qui était pressenti. En 1843, l'Union protestante était inquiète, mais les catholiques loin d'être influents dans la ville. En résumé, sur la question catholique, loin des brochures enflammées de l'abbé Voirin ou des diatribes de l'Union protestante, une approche démographique et statistique démontre que l'installation des catholiques à Genève n'a pas provoqué de conflit confessionnel. Dans sa grande majorité, la population a été indifférente. Prenons un deuxième exemple sur les populations vulnérables. Avant d'analyser les populations vulnérables, encore faut-il savoir qui sont ces vulnérables, comment on les définit, sur quels critères. Au XIXe siècle, on dénombre 5 événements qui fragilisent les gens au cours de la vie. La vieillesse, la maladie, l'accident, la perte du travail et la solitude. Depuis, l'État-providence s'est justement attaché à réduire les risques liés à ces événements. Les assurances sociales protègent de tous ces facteurs, enfin, sauf de la solitude, et dans ce cas-là, c'est Internet qui a essayé de prendre le relais. Observons les populations vulnérables et leur parcours de vie avec la base de données. Parmi les vulnérables, on remarque que les solitaires représentent près de la moitié des femmes en ville, un peu moins pour les hommes. Il a été démontré que la ville n'était pas créatrice de solitude, mais carrefour des solitudes. C'est un lieu où les gens se rencontrent. Le graphique des célibataires, hommes et femmes, donne un résultat classique. Les hommes se marient plus tard, mais ils se remarient plus facilement. Avant 50 ans, les jeux sont faits et on remarque que le célibat définitif est plus facilement féminin. Revenons aux extraits de naissance. La mention EN, qui correspond donc à enfant naturel, soit les naissances hors mariage, on en voit 2 ici, on sait que c'est des naissances mal vues. Avant qu'on ne lise les informations, on sait déjà qu'il s'agit d'une naissance hors mariage. L'enfant dont la naissance est mentionnée ci-contre a été légitimé par le mariage subséquent de ses pères et mères. Certaines histoires finissent bien. Ici, vous avez une légitimation qui a lieu 10 ans après la naissance. L'échantillon stable de la base de données comprend 188 filles mères, soit des mères célibataires. On remarque que 4 sur 10 se marient ultérieurement, la plupart avec le père de l'enfant. Et encore, une proportion sous-estimée car on ne connaît pas certaines de ces filles mères qui sortent de l'échantillon. Il existe dans les recensements des remarques de mœurs. Certains ménages ont des remarques, mais il y en a trop peu pour qu'elles soient représentatives. Apparemment, certains agents recenseurs faisaient plus de zèle que d'autres. Toutes les prostituées repérées sont catholiques. Le contrôle social effectué par les pasteurs est encore très fort. Les ménages peuvent être classés en catégories selon leur composition. Des facteurs culturels expliquent la répartition dans une société. Prenons une famille classique, 4 grands-parents, 2 parents et des enfants. La famille nucléaire désigne un ménage composé d'une cohabitation parent-enfant. La famille élargie représente une cohabitation d'un ménage nucléaire avec des apparentés, oncle, tante, neveu, ici un oncle. La famille complexe, c'est plusieurs couples cohabitant, en général sur 3 générations. Remarquons que chez nous, c'est le ménage nucléaire qui domine. En 1816, et sans surprise dans la base de données, c'est le ménage nucléaire qui domine. L'écrasante majorité des personnes recensées vivent avec leurs parents ou leurs enfants. La poussée des personnes logées entre 15 et 30 ans correspond à l'entrée dans la vie active. Beaucoup d'ouvriers ou d'apprentis sont logés chez leurs patrons.
Mais si on compare avec 1843, on remarque qu'au cours du XIXe siècle, la part des solitaires dans les âges avancés progresse fortement, ouvrant beaucoup d'interrogations sur la manière dont ces solitaires vivaient, alors qu'il n'existait pas encore de structure d'accueil pour cette population. Une piste de réflexion est dans les puits de localisation. Bien que ces personnes âgées ne vivent pas dans le même logement que leurs parents directs, ces derniers ne seraient géographiquement pas très éloignés. Une étude de géolocalisation reste à entreprendre, mais on peut déjà juxtaposer les généalogies avec d'autres informations. Et là, on entre dans les approches de micro-histoire, un courant de l'histoire né dans les années 1960. Monsieur et Madame Bermond ont 7 enfants. Monsieur est dans les métiers de l'horlogerie et son épouse blanchisseuse-repasseuse. Ici, on a superposé la généalogie avec des données sur les professions de chaque membre de cette famille. De toute évidence, c'est toute une petite PME des métiers du linge qui s'est créée autour de Madame Bermond. Elle devait certainement travailler ou faire travailler toutes ses filles et belles-filles. Car toutes ces filles sont repasseuses, et toutes ces belles-filles aussi. En réalité, sauf une. Mais il y a encore plus fort, en joignant une approche généalogique avec l'analyse statistique implicative qu'on a vue précédemment. Le tableau n'est pas très lisible, mais ça vous montre un exemple de ces arbres d'induction. Ce type d'approche permet d'établir des corrélations inimaginables autrement. Par exemple, il est apparu que le métier d'horloger est alors transmis à son petit-fils. Il y a un saut d'une génération, sans que les historiens soient capables d'en comprendre les raisons. C'est un bel exemple de collaboration entre l'histoire et les mathématiques. En résumé, concernant les populations vulnérables, la base de données est un outil unique pour entrer au cœur même de la vie sociale d'une ville du XIXe siècle. Bien qu'elle permette de mieux comprendre le fonctionnement de la population genevoise, pour chaque réponse apportée, 5 autres nouvelles apparaissent. Et ça, c'est le propre de la science. Cet outil unique de l'histoire, qui permet l'exploration du passé, date déjà de plus de 15 ans. Mais il n'a pas encore, et de très loin, livré tous ses secrets.